Aborder comme ça, comme une campagne électorale. Je pense que demander à un pays comme l'Ouganda ou le Rwanda de pouvoir pénétrer sur son territoire, alors que soi-même on a des difficultés à maîtriser la profondeur immense de son propre pays, l'Ouganda a été attaqué par ses propres opposants qui faisaient le coup de feu chez nous, en profitant probablement d'une sorte de dysfonctionnement au niveau de notre mécanisme de défense et de sécurité. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue chez Mwambi International Network. Dans la coproduction avec la RTNC, la radio-télévision nationale congolaise. C'est ici à Kinshasa que nous allons parler de la République démocratique du Congo, du Grand Congo. Nous allons le faire avec un monsieur que vous connaissez très bien. Vous savez, quand on parle de Jamaïque, on va à Bob Marley. Mais quand on parle du gouvernement Kabila Joseph, de qui parle-t-on? On voit qui? Alors vous allez les découvrir, nous allons les découvrir ensemble. Et nous allons parler de la sécurité en RDC. Est-ce que l'Ouganda occupe le Congo? Est-ce qu'il y aura une confrontation entre l'Ouganda et le Rwanda sur les sols congolais comme en 2000 à Kisangani? Est-ce que Monsieur Lambert Mende, bonjour. Bonjour, cher ami. Monsieur Lambert Mende, je vous remercie infiniment d'avoir répondu positivement à cette coproduction entre Mwambi International Network et la RTNC. Comment allez-vous pour commencer? Je vais très bien, je vous remercie. Alors, Monsieur Lambert Mende, vous allez parler aujourd'hui avec nous sur la sécurité du pays. Vous le faites en tant que porte-parole du gouvernement, porte-parole du Félix Tshisekedi, ou bien en tant que Lambert Mende, analyste politique ou acteur politique tout simplement? Vous savez, j'ai cessé d'être porte-parole du gouvernement il y a à peu près 3 ans. Et je suis bien sûr membre de la coalition politique qui a été créée par le président Félix Tshisekedi. Mais pour l'instant, je suis que député national, membre donc de l'Union sacrée de la nation. Et à ce titre, je peux m'exprimer sur les affaires qui concernent notre pays et particulièrement sur ce sujet de sécurité qui me tient à cœur. Monsieur Lambert Mende, avant de commencer, avant d'aller dans le fond du sujet, pourquoi il y a moins de gens qui parlent, qui osent parler de la situation sécuritaire du Congo, surtout quand il s'agit du Rwanda et de l'Ouganda? Sans doute se disent-ils qu'il s'agit de questions, on va dire, sensibles, mais je ne considère pas ces questions comme devant être considérées comme prises comme sensibles au point d'empêcher les commentateurs congolais de pouvoir s'y intéresser, parce qu'il en va de la vie quotidienne et de la quiétude des hommes et des femmes qui ont avec nous en partage ce bien commun que nous appelons la République démocratique du Congo et envers lesquels nous devons nous sentir en tout temps et en tout lieu solidaires. Monsieur Lambert Mende, moi je vis à La Haye, aux Pays-Bas, et je suis ici, ça fait une semaine. On a parlé de l'entrée de forces ougandaises. J'ai eu des milliers de messages alarmants pour dire que ce n'est pas possible qu'une armée ennemie séjourne sur, ou bien s'aventure sur le sol congolais, sous l'invitation du président de la République.
Pour commencer, est-ce que ces troupes ougandaises sont invitées par le président de la République? Effectivement, je ne définirais pas l'armée ougandaise aujourd'hui comme une armée ennemie. Elle a été invitée il y a quelques années à venir ici, vous vous souvenez. Puis il y a eu des problèmes qui nous ont opposés au gouvernement ougandais relativement au comportement qui avait été adopté par le corps expéditionnaire ougandais et rwandais à Kisangani. Depuis lors, je peux dire que de l'eau a coulé sous les ponts. Et nous avons trouvé entre les deux pays des mécanismes de collaboration et de coopération, en dépit du fait que jusqu'au moment où nous parlons, l'Ouganda nous doit des compensations qui ont été décidées par la Cour internationale de justice. Oui. Mais cela ne nous empêche pas de collaborer et de coopérer. Quelquefois, il y a des terroristes qui sont de nationalité ougandaise qui traversent la frontière et qui sont arrêtés en Ouganda. Jamil Mukulu, par exemple, le grand patron des ADF Nalu, est en prison en Ouganda. Et donc, en fin de compte, la raison d'État peut faire en sorte que des pays qui ont été, à un moment donné, opposés pour une raison ou une autre, puissent se réconcilier. L'exemple que je peux donner pour les intellectuels qui s'intéressent un peu à l'histoire du monde, c'est la France et l'Allemagne. Ennemis en 14-18, ennemis en 40-45. Aujourd'hui, ils ont piloté cette belle aventure qu'est l'Union européenne. Donc, comme je peux le répéter, de l'eau a coulé sous les ponts et il est du devoir du gouvernement actuel de la République démocratique du Congo de faire tout ce qui est dans ses moyens diplomatiques, militaires, politiques, pour ramener la paix dans cette partie martyrisée de notre pays. Et si pour cela, il faut mutualiser les efforts, je préfère parler de mutualisation que d'entrée des troupes. C'est une mutualisation d'efforts qui existe entre l'UPDF, l'armée ougandaise, et les FARDC, l'armée congolaise, étant donné que ces terroristes sont d'origine ougandaise, ils sont de provenance ougandaise, ils opèrent en République démocratique du Congo, et récemment, vous avez tous suivi, qu'ils ont frappé en Ouganda, dans la capitale. Ils ont frappé Kampala. Il y a eu des morts. Et donc maintenant, il y a une communauté d'intérêt entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo, quel que soit ce qui s'est passé auparavant. Est-ce qu'il y a certaines personnes qui pourraient dire, mais est-ce que ces frappes à Kampala ne seraient pas une astuce pour justifier la poursuite des ADF sur le sol congolais? Vous savez, on peut interpréter de diverses manières tout événement qui se déroule en ce qui concerne les questions sécuritaires. Mais avant de se prononcer sur cette matière, je pense qu'il est important d'avoir tous les éléments factuels avant de dire que ça pourrait être un piège, ça pourrait être une astuce. Qu'est-ce qui permet aux gens de penser que c'est une astuce? Est-ce qu'on pense qu'un gouvernement... Mais qu'est-ce qui ne permet pas aux gens de penser que ce n'est pas une astuce? Simplement le fait qu'un gouvernement normalement constitué, et moi j'ai été membre du gouvernement pendant plus de 10 ans, ne peut pas faire tuer ses citoyens pour nourrir une astuce. Ça, je ne le crois pas. Monsieur Lambert Mende, vous venez d'évoquer là l'Allemagne, la France et tout. Est-ce que cet exemple tient debout? Quand on sait que l'Allemagne a capitulé, il y a les Américains qui ont aidé les Européens et l'Allemagne a payé le prix, continue à payer le prix. Et l'Ouganda n'a même pas payé, il n'y a même pas de facture. On attendait encore que les juges congolais arrivent à la Cour internationale de la justice aux Pays-Bas. Les juges ne sont jamais passés. On ne sait pas quelle facture ça va donner. On ne sait pas les préjudices que l'Ouganda a causé à la RDC. La souveraineté nationale a été violée. Les droits de l'homme, des viols, des tueries. Tout ça, vous faites cette comparaison entre l'Allemagne et la France? Est-ce que c'est vrai, M. Lambert Mende?
Ce que je voudrais vous dire d'abord, c'est que entre l'Allemagne et la France, il y a eu une guerre déclarée. Ce qui n'a pas été le cas entre le Congo et l'Ouganda. Au départ, les Ougandais et les Rwandais étaient ici invités par l'autorité légitime qui était en place, le président Laurent Désiré Kabila. Ce qui s'est passé par la suite, c'est une querelle de palais, on va dire ainsi, entre le président et l'état-major de ces forces armées invitées qui se sont transformées en une force hostile avec laquelle il y a eu effectivement des échanges, mais sans déclaration de guerre. Donc, quel est le sens d'une capitulation, d'une guerre qui n'a pas été déclarée? Je pense qu'il faut vivre avec les faits. Ce sont des choses qui sont factuelles. Il y a eu des comportements répréhensibles de la part de l'Ouganda et du Rwanda à Kisangani, et nous avons géré ces comportements de la manière la plus civilisée qui soit, en portant l'affaire devant la justice internationale, qui a évalué avec nous nos dommages à plusieurs milliards de dollars. On a parlé de 10 milliards de dollars. Vous savez que cette créance reste pendante. Ce n'est pas parce que nous collaborons aujourd'hui avec l'Ouganda que cet arrêt de la juridiction internationale n'est plus valable. Donc l'intervention de l'Ouganda, c'est contre ces 10 milliards? Pas du tout. Je sais que l'Ouganda a été attaqué par ses propres opposants qui faisaient le coup de feu chez nous en profitant probablement d'une sorte de dysfonctionnement au niveau de notre mécanisme de défense et de sécurité. Et nous nous posions souvent la question de savoir pourquoi ces rebelles qui sont opposés au gouvernement du président Museveni ne frappaient pas l'Ouganda, mais causaient plus de dommages en République démocratique du Congo. Là, on pouvait, si cette posture s'était poursuivie, on aurait pu effectivement soupçonner l'Ouganda de manipuler ces rebelles pour asseoir une certaine volonté de prépotence sur la République démocratique du Congo. Mais avec le retour de flamme vers l'Ouganda, avec ces morts qu'on a enregistrés en Ouganda, de la part de ces éléments ougandais qui font du terrorisme en République démocratique du Congo, vous savez, les États n'ont pas d'amis. Les Ougandais ne peuvent pas se sacrifier pour les Congolais. Les États n'ont que des intérêts. Dès le moment où leurs intérêts sécuritaires ont été frappés, l'Ouganda avait tout à fait la légitimité de pouvoir solliciter, c'est ce qui a été fait du gouvernement de la République démocratique du Congo, du président Félix Tshisekedi, la mutualisation des efforts pour mettre fin à un danger qui pesait aussi bien sur la RDC que sur l'Ouganda lui-même. Et pourquoi la RDC ne pouvait pas faire l'inverse? Parce que les ADF Nalu, tout ce qui terrorise l'Est, viennent de l'Ouganda ou du Rwanda ou encore du Burundi. Pourquoi la RDC ne peut pas demander, voilà, M. Museveni, M. Kagame, nous voulons venir là-bas attaquer vos rebelles qui viennent de chez vous, ici. Nous voulons venir les attaquer chez vous, sur votre sol. Vous savez, moi j'ai été auditeur pendant quelque temps au Collège des hautes études pour la sécurité et la défense. Les questions militaires ne peuvent pas s'aborder comme ça, comme une campagne électorale. Je pense que demander à un pays comme l'Ouganda ou le Rwanda de pouvoir pénétrer sur son territoire, alors que soi-même on a des difficultés à maîtriser la profondeur immense de son propre pays, cela relève d'une démarche que seul l'état-major peut recommander au commandant suprême de l'armée, qu'est le président Tshisekedi. Et ce n'est pas au niveau d'un débat, au niveau de la télévision, que nous pouvons évaluer la capacité de nos forces armées de porter le feu et la flamme au niveau d'un autre territoire avant que d'avoir stabilisé, sécurisé nous-mêmes cet large espace qui est le nôtre et que beaucoup nous envient. Mais la RDC, le Congo, Kinshasa, le Grand Congo,
depuis qu'il existe, depuis 1960, il y a une grande présence de l'ONU, des forces de l'ONU. Ce sont les noms qui changent, M. Lambert-Mende. Vous les connaissez beaucoup mieux que moi. Aujourd'hui, nous avons la MONUSCO. Plus de 20 ans. Le Congo est surmilitarisé avec les armées internationales sous le label de la MONUSCO. Pourquoi la MONUSCO, la force de l'ONU, ne peut pas résoudre ce que l'Ouganda veut résoudre aujourd'hui, après plus de 20 ans? Vous devez vous poser la question de savoir quel est l'intérêt des forces qui composent la MONUSCO. La MONUSCO est là pour la stabilisation. À un moment, c'était l'interposition. Et même lorsqu'ils sont venus en 1960, ce n'est pas pour nos beaux yeux qu'ils sont venus. Patrice Lumumba, qui était au pouvoir à ce moment-là, a été attrapé ici comme un vulgaire voleur, au nez et à la barbe de l'ONUC, ONU Congo à l'époque. Patrice Lumumba a été emmené vers ses bourreaux à Elisabethville, actuelle Lubumbashi, au nez et à la barbe de l'ONU Congo. Parce que le secrétaire général des Nations Unies à l'époque, le Suédois Dag Hammarskjöld, Dieu ait son âme, avait décidé de ne pas lever le petit doigt pour sauver Patrice Lumumba, avec lequel les atomes n'étaient pas tellement complémentaires. Et donc chacun a ses propres visées dans une opération comme celle-là. Et ne prenez pas les Nations Unies comme une armée d'un pays qui vient se mettre à la disposition de la RDC. Chaque contingent provient d'un pays qui a ses propres, on va dire, priorités, qui a ses propres objectifs. Et donc, il serait tout pour le moins naïf de croire que tous les pays qui ont donné des contingents à la MONUSCO ont la même détermination vis-à-vis du retour de la paix en RDC. Nous avons vu que c'est lorsque a été créée la brigade internationale que la MONUSCO a été la plus efficace. Parce que la brigade internationale était composée de troupes membres de pays membres de la SADC, dont la sécurité pouvait être menacée par l'insécurisation de la République démocratique du Congo. Donc, en toute chose, il faut considérer l'intérêt du pays contributeur de troupes. Mais, revenant toujours sur cette MONUSCO, qui coûte 1 milliard de dollars par an, pourquoi elle ne peut pas partir? Parce qu'elle n'est pas efficace. On a besoin de l'Ouganda pour nous aider. Vous dites que ce n'est pas un pays ennemi, mais pour le Congolais lambda, l'Ouganda reste un pays ennemi, jusqu'à preuve du contraire. Je ne pense pas que nous devrions nous exprimer de façon à faire croire à nos populations que l'Ouganda est un pays ennemi. L'Ouganda s'est mal comporté dans notre territoire. Nous en avons tiré les conséquences, mais ça ne veut pas dire que lorsqu'on a un conflit avec un voisin, il devient ad vitam aeternam votre ennemi. Vous pouvez vous réconcilier. Vous pouvez porter l'affaire devant des juridictions qui peuvent vous mettre ensemble et résoudre le problème. Mais dire que nous pouvons vivre en inimitié permanente, de manière définitive, avec les 9 pays qui sont autour de nous, notre vie deviendrait simplement invivable. Excusez-moi de la tautologie. Donc, je pense que nous ne pouvons pas nous fier totalement à la capacité des pays contributeurs de troupes, pour revenir à votre question, à la MONUSCO, quant à leur capacité à vouloir mourir pour le Congo. Mais mourir pour leur propre sécurité, ça, ils le peuvent. Or, ils commencent déjà à être victimes de ceux qui nous victimisent. Voilà une raison suffisante d'une mutualisation mutuellement avantageuse. Une toute petite question sur l'Ouganda. Le Yoweri Museveni avait son plan de construire des routes au Congo. Moi, j'ai été en Ouganda. Il y a le Buganda Road. Quand on m'a présenté le Buganda Road, je m'attendais à un boulevard du 30 juin version Kampala, mais c'était un petit tunnel de Bandal. Et un pays comme ça, qui n'a pas un grand boulevard comme le boulevard du 30 juin, qui va investir
pour la RDC. Est-ce que ce n'est même pas ridicule, ça? Non, d'abord, ce n'est pas un plan du président Museveni. C'est un plan conjoint. Je ne vois pas le président Museveni venir au Congo déclarer qu'il a... Pourtant, c'est ce qu'il dit. Hein. Il déclare dans sa communication en Ouganda, il le fait. Un plan conjoint congolo-ougandais de faire cette route qui sert aussi bien les intérêts commerciaux ougandais que les intérêts commerciaux congolais. Donc, dire que c'est un plan... Et qui va financer ça? Un peu vite en besogne. Qui va financer ça? C'est certain que ce n'est pas l'Ouganda directement, mais que les deux pays mis ensemble peuvent trouver des financements auprès de partenaires comme la Banque africaine de développement, comme la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international. Monsieur Lambert Mende, est-ce que l'Ouganda n'est pas dans ce plan-là de la balkanisation du Congo? C'est-à-dire, l'Ouganda, je vais vous rappeler que l'Ouganda c'est une fabrique de mercenaires. Les mercenaires qui ont travaillé en Irak. Il y a eu beaucoup de spécialistes qui ont fait des recherches là-dessus. Il y a des vétérans qui sont revenus de l'Irak, qui sont revenus à Kampala, les mercenaires, les rebelles qui sont entraînés à Kampala par des forces étrangères et des forces ougandaises. Et l'Ouganda a aidé aussi au Soudan, ce qui a résulté dans la division de Soudan. Est-ce qu'on n'est pas là, on ne paye pas là un morceau du Congo à l'Ouganda pour ses efforts fournis aux autres puissances? À ce que je sache, nous n'avons pas négocié avec l'Ouganda l'envoi en République démocratique du Congo de troupes irrégulières. Les mercenaires sont par définition des troupes non régulières. Effectivement, il y a des groupes d'hommes armés irréguliers qui ont été recrutés en Ouganda par des agences, on va les appeler agences de sécurité, qu'elles soient américaines, britanniques ou autres. Ici, il s'agit d'une mutualisation entre l'UPDF, l'Uganda People Defense Force, et les FRDC. Donc la situation est tout à fait différente. Je ne pense pas que le Parlement congolais, le gouvernement congolais, le président Tshisekedi accepterait de recevoir ici des mercenaires recrutés en Ouganda. Ceux avec lesquels nous mutualisons nos forces sont des éléments de l'armée régulière ougandaise qui ne sont déployés que pour autant qu'ils disposent d'informations que nous n'aurions pas, qu'ils disposent de capacités d'atteindre des territoires ou qu'il est plus facile d'atteindre à partir de leurs propres frontières par rapport aux territoires où l'armée congolaise peut facilement se déployer. Après tout, c'est un pays frontalier à la République démocratique du Congo. Nous pouvons coopérer militairement avec lui si nous le voulons. C'est à nous de décider cela. Il ne nous l'a pas imposé. Monsieur Lambert Mende, est-ce que Kagame est content de la présence de l'Ouganda au Congo? Je veux dire, Paul Kagame, le président du Rwanda. Est-ce qu'il est content de cette présence-là? Étant donné que la relation entre l'Ouganda et le Rwanda n'est pas au beau fixe. Cher ami, comme parlementaire congolais et même comme ancien ministre, je ne me considère pas comme comptable des états d'âme du président Paul Kagame, qui est le président d'un autre pays. Je ne suis pas là pour vous dire ce qu'il doit penser, s'il est content, s'il n'est pas content. Je me soucie de ce qui est bien pour la sécurité de la République démocratique du Congo, de ce qui est bon pour le rétablissement de la quiétude et de la paix dans les parties perturbées de mon pays. Je vous pose cette question parce qu'il y a des troupes ou bien il y a des éléments rwandais qui opèrent depuis très longtemps à l'est du pays et que alors la présence de troupes rwandaises, troupes ougandaises pouvait faire cette confrontation entre l'Ouganda et le Rwanda de Paul Kagame.
Pour autant que je sache, nous avons reçu une communication du gouvernement de notre pays au niveau du Parlement lorsqu'il y a eu une incursion des forces ougandaises près de Goma et qui s'est terminée de la manière que vous savez. Il y a eu 2 Rwandais qui avaient été arrêtés et même le gouvernement ougandais a fait une mise au point que cette incursion était due à un malentendu. Mais vous dire qu'il y a une incursion ouverte, une agression comme vous le définissez, au niveau du Parlement, nous n'avons pas eu cette information. En tout cas, pas jusqu'à présent. Je sais qu'il y a des rebelles ougandais et rwandais qu'on appelle FDLR, que nous combattons et que nous avons réussi à maîtriser d'une certaine façon, qui sont devenus un peu moins dangereux que les ADF, qui continuent à faire le coup de feu contre nos militaires, mais dire que l'armée rwandaise serait en train d'opérer en République démocratique du Congo, cette information, je ne peux pas la confirmer. Alors, vous ne pouvez pas confirmer que les éléments de... C'est possible qu'elle soit là, mais nous ne l'avons pas reçue au Parlement. D'accord, mais moi je peux confirmer que dans votre Parlement, il y a des rebelles qui opèrent à l'Est. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est le président du Parlement, de la Chambre basse, Mbosso, qui a dit à vos collègues, quittez les groupes armés. Bien sûr, le président de l'Assemblée nationale a eu ce mot du cœur, ce cri du cœur vis-à-vis de certains de nos collègues qui se comportent comme si la déstabilisation de certaines parties de notre pays était du pain béni pour eux. C'est dans ce sens-là que le président les a pratiquement interpellés pour leur dire qu'ils étaient en intelligence, du moins objectivement, avec les groupes armés qui insécurisent notre pays. Je vous rappelle en même temps que les groupes armés dont le président Mbosso a parlé ne sont pas seulement ougandais ou rwandais. Il y en a aussi des Congolais. Il y a aussi des groupes armés congolais. Alors, pour autant que certains se comportent comme s'ils se sentent bien dans leur peau lorsque ces groupes armés ne sont pas suffisamment insécurisés, il est normal que le président du Parlement, deuxième personnage de l'État, puisse lancer cet appel, et moi je le soutiens dans cet appel. Encore faut-il prouver maintenant la responsabilité directe, personnelle, de tel ou tel député, de tel ou tel autre membre des institutions dans cette déstabilisation de l'Est de notre pays, afin que la justice puisse se mettre en branle. Et comment passe la communication? Parce qu'il y a une absence écrasante de la communication dans, je vais dire, dans les décisions du gouvernement par rapport à la population. Il y a ces choses qui se passent, l'Ouganda intervient, et puis les gens s'alarment, ben, il y a un silence total. Et vous vivez dans une tour d'ivoire en tant que gouvernement? Je ne suis pas au gouvernement, si je dois vous rappeler. En tant que parlementaire? Depuis 3 ans, je ne suis pas au gouvernement, donc vous poserez cette question aux membres du gouvernement. Monsieur Lambert Mende, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux membres de la diaspora qui nous suivent? Pas seulement les membres de la diaspora. Nous sommes suivis au Tchad, nous sommes suivis au Mali, nous sommes suivis partout. Hein, et en Hollande, partout. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Est-ce que ce pays ici, le Congo, va rester toujours instable depuis 1885 avec Léopold II et jusque-là, bon, qu'est-ce qu'il y a? Nous, Congolais, on est incapables ou quoi? Qu'est-ce qui se passe, M. Lambert Mende? On n'a pas de facultés humaines. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas un problème d'incapacité. Je pense qu'il y a une constance. Vous venez vous-même de poser le vrai problème. Depuis 1885, nous vivons sur ce que Jules Cornet a appelé un scandale géologique. Mais un scandale géologique qui fait l'objet de convoitises, de multiples convoitises à travers le monde. Tout a été fait déjà au niveau des administrateurs léopoldiens à l'époque, avant même que Léopold II ne cède ce territoire qu'il avait au départ conçu comme une propriété privée
à son pays, la Belgique, après l'instauration de la colonisation comme telle des jurés en 1908, et même après l'indépendance. Et Patrice Lumumba est mort parce qu'il a pris conscience de cela et qu'il avait dénoncé cela. Et Mzee Kabila est mort parce que sur les pas de Lumumba, il avait dénoncé cette tendance à vouloir balkaniser. Vous savez, le mot même de balkanisation de la République démocratique du Congo a été lancé dès les premiers jours de l'indépendance par Patrice Lumumba. Nous sommes donc l'objet de ces convoitises-là. Il faut que les Congolais en prennent conscience et qu'ils consolident leur unité, qu'ils prennent conscience du fait que leur richesse ne les intéresse pas eux seulement, mais que ces richesses font l'objet de convoitises de la part de beaucoup d'acteurs du monde entier. Et il y a deux types d'acteurs. Il y a des gens qui veulent bien profiter de ces richesses, mais en acceptant de donner une contrepartie, c'est-à-dire vous avez des minerais, quelqu'un veut disposer de ces minerais, il vous donne un prix qu'il doit payer pour avoir ces minerais. Et puis il y a des gens qui voudraient maintenir le pays sous leur contrôle pour pouvoir disposer de ces richesses sans contrepartie ou bien en disposer à vil prix. Et donc tout cela nécessite beaucoup de vigilance, beaucoup de patriotisme et malheureusement, il y a comme une tendance à s'aplatir de la part d'un grand nombre de membres de l'intelligentsia congolaise. C'est ainsi que ceux qui veulent piller le pays trouvent toujours l'occasion de se coquiner avec certains Congolais qui donnent de multiples raisons, soit à des aventures de pillage de leur propre pays, soit qui banalisent ces opérations de pillage qui existent jusqu'au moment où nous parlons. La vigilance. On doit dire à ces Congolais intellectuels, des rebelles intellectuels, de quitter aussi la rébellion intellectuelle. Monsieur Lambert Mende, merci. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'était là Mwambi International Network dans la grande interview ici à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, le Grand Congo, en coproduction avec la RTNC, la radio-télévision nationale congolaise. C'était Alphonse Mwambi et je vous remercie. Bonne soirée chez vous. Au revoir.